Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Louise est une femme de 29 ans, célibataire depuis toujours. Elle se définit comme cisgenre et hétérosexuelle. Elle est interne en médecine et quand je lui demande de se présenter en quelques mots, elle précise qu'elle est, je cite, « ronde adepte du jeûne intermittent qui a décidé de se sevrer de Tinder depuis quelques semaines ». Bonjour Louise. Bonjour. Alors je vais commencer par la question rituelle. On se voit ou on se tutoie? On se tutoie. Du coup, on est là pour parler de ta vie sexuelle au long cours. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Oui, je m'en souviens. Donc ma première fois, c'était à 21 ans. Ce qui, moi, à l'époque, me paraissait être si tard et j'en avais fait un vrai complexe parce que surtout à 21 ans, j'avais jamais eu, ne serait-ce qu'embrasser un garçon. Enfin voilà, il s'était jamais rien passé dans ma vie de ce point de vue-là. Et j'étais vraiment pas très bien dans mon corps. J'avais fait mes 2 premières années de médecine. J'avais pris du poids à ces moments-là et du coup, j'arrivais un peu sur ce marché-là entre guillemets de façon j'étais vraiment pas bien dans mon corps et du coup je me souviens c'était l'été donc de 2011 et je me suis dit je venais de réussir mon concours et dans ma tête c'était bon, maintenant il faut que je m'attaque à un nouveau projet et je l'ai pris vraiment comme un truc, il faut y aller. Et donc je me suis dit si ça vient pas à moi, je vais chercher toute seule. Donc je me suis inscrite sur à l'époque Adopte un mec. Ce qui aujourd'hui pourrait paraître assez banal, mais à l'époque, moi, j'avais aucune copine qui était sur ce genre de site. C'était un peu le truc, on le voyait comme pour les gens qui n'y arrivent pas dans la vraie vie. C'était quasiment les débuts, c'était vraiment pas généralisé. Là, il y a les applis, mais Adopte un mec, j'imagine que c'était sur ordi. Sur ordinateur, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc je me mets dessus et puis je pense que dans ma tête je me dis ça se trouve je vais rencontrer l'homme de ma vie, ça va être magnifique. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. À vrai dire, cet homme-là, dont le surnom sur Adopt était Kiwi, je me souviens même plus comment on a commencé à interagir en fait. Mais je sais que c'est allé assez vite. Lui, il avait 6 ans de plus que moi, ce qui est pas énorme dans l'absolu, mais du coup. Je pense que il avait un peu plus conscience de ce qu'il faisait que moi qui étais vraiment naïve au sens premier du terme. Donc on a échangé rapidement. À l'époque, on était dans la même ville et puis on s'appelle un soir et là il me dit que finalement lui il retourne sur Paris. Moi c'est un moment où j'ai pas encore repris les cours donc je me dis il faut qu'on se rencontre. J'ai besoin en fait d'aller au bout du projet. Je veux pas que ça traîne donc je me dis je vais voir une pote sur Paris et puis je le rencontre à ce moment-là. Je suis retombée d'ailleurs sur des mails qu'on s'était envoyés sur le fait que lui voulait que j'aille le voir à Levallois-Perret à 21h un soir. Enfin vraiment, aujourd'hui ça me paraîtrait complètement irréel de faire ça, mais tu dis c'était un petit peu en plan galère. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce que je me dirais. À l'époque, tu y es allée. Voilà, j'y suis allée, pleine de stress et de courage en même temps. Et il avait proposé qu'on aille marcher ensemble, ce qui est aussi... et je me souvien d'une ville, mais complètement vide, à 21h en septembre. En été, en septembre. Ça doit être fin septembre, donc voilà, je me souviens, on a marché, je sais pas trop ce qu'on se raconte, j'ai pas souvenir exact de ce qu'on s'est raconté, parce que moi j'étais dans un stress pas possible. Tu le trouvais séduisant? Tu vois, en préparant cette émission, en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce que finalement je le trouvais séduisant? Je crois pas, il était pas laid, mais aujourd'hui c'est pas ce genre d'homme qui m'attire aujourd'hui. Donc je pense que la question n'était même pas de savoir s'il me plaisait. En fait, c'était il me trouvait suffisamment attirante pour avoir envie de me rencontrer. Moi, ça me suffisait à ce niveau-là. T'avais parlé avec d'autres hommes en parallèle ou c'est vraiment le seul avec qui t'avais parlé sur Adopt? Pour être tout à fait honnête, à l'époque, je me souviens puisque dès le lendemain, je discutais de nouveau avec un garçon avec qui je discutais déjà en parallèle, mais où il n'y avait pas eu de question de rencontre à ce moment-là. Donc bon, il se trouve que cet homme-là, après, aura une importance dans ma vie, donc ça s'est croisé. Finalement, je me dis, à quelques jours près, c'est juste qu'il a été plus proactif que l'autre, et que, voilà, j'y suis allée. Tu te retrouves à Levallois-Perret en septembre, en train de marcher avec un type. Voilà, exactement. Lui, je me souviens qu'il sort de sa séance de sport, donc il est encore en tenue de sport, en plus. Ce qui paraît assez étrange, mais... Et puis, on se retrouve un moment devant un immeuble, et il me dit, ma mère, elle habite là, elle est pas là, est-ce que tu veux monter ?
Alors moi je me dis il faut y aller. Hein. Vraiment il y a plus de barrière. Enfin c'est vraiment dans ma tête c'est clair il faut que j'y aille. Donc on monte. Moi à ce moment-là je suis quand même allée je loge chez une amie qui m'attend le soir. Il n'est pas du tout prévu que je découche. Donc là il doit être encore je sais pas quelle heure il est, peut-être 22h, 23h. Enfin il y a encore des métros etc. Et on avait dû parler avant avec ce garçon que j'aimais beaucoup à l'époque le vin blanc un peu sucré. Donc là je vois que comme par hasard il y a 2 belles bouteilles qui attendent dans le frigo. 2 bouteilles. Ah oui. il était motivé. Et du coup, lui, il n'a pas mangé, donc je me retrouve dans cette... Alors, c'est un appartement un peu vieillot. De sa mère, quoi. Voilà, de sa mère, exactement. Où lui, il enlève ses chaussures consciencieusement pour mettre des petits patins. Enfin, vraiment... Ça, je serais partie en courant si ça arrivait maintenant, mais et du coup moi je le suis dans cette cuisine où lui il mange, moi je le regarde manger parce que moi j'avais mangé donc mais par contre je bois du vin en le regardant manger. Et puis après je me souviens que c'est lui qui a proposé qu'on aille dans le salon, donc je le suis. Et là en fait on parle et il me remplit mon verre au fur et à mesure que on discute. Alors moi j'ai le sentiment à ce moment-là qu'on boit ensemble puisque moi j'ai toujours consommé de l'alcool comme ça de façon partagé, sympathique. Là, c'était pas du tout le cas. Et en fait, je me souviens très bien à un moment, je lui avais communiqué le fait que j'avais jamais rien fait. Ne serait-ce qu'embrasser, je crois qu'il le savait aussi. Et là, il s'approche pour qu'on s'embrasse. Et donc là, moi, je suis complètement... Enfin, je pense que je sors de mon corps, en fait. Je me dis, ça y est, c'est fait, mais en fait, je suis pas du tout en train de vivre... Ce que j'allais dire, t'en as eu envie? C'était un truc dans le genre, j'ai hâte qu'il m'embrasse? Ah non, alors j'avais hâte que ça arrive pour que ça soit fait, en fait. Que je puisse me considérer comme quelqu'un de normal. J'étais vraiment sur ce concept-là. C'était même pas... J'avais pas de désir pour lui. C'était... il fallait qu'il soit qu'il puisse répondre à cette envie, finalement. Puis à ce stade, en plus, t'avais bu genre de manière conséquente ou comment t'estimes ça aujourd'hui? J'étais très pompette. D'accord. J'étais pas complètement j'ai le souvenir quand même d'être un peu consciente de ce qui se passe mais plus suffisamment pour me connecter à mon cerveau et me dire peut-être que c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre les choses. Du coup, il t'embrasse. Il m'embrasse et juste après alors là peut-être que c'est ma perception un peu alcoolisée qui fait que ça s'est peut-être pas enchaîné comme ça, mais à ce moment-là, moi j'ai l'impression que directement il regarde sa montre et il dit « Ah, le dernier métro est parti ». Ce qui m'a fait quand même un petit truc de me dire « Mais c'est-à-dire que lui, moi je regardais pas l'heure en fait. Moi je vivais le mouvement, bon, avec mes propres doutes, mais en tout cas je le vivais, lui il y était pas du tout en fait, il surveillait juste l'heure pour que... » Donc il avait surveillé, alors il avait quand même conscience de cette donnée-là. Ouais, c'est ça que... Enfin en tout cas c'est le sentiment que j'en ai eu. Et donc, j'ai l'impression que les choses s'enchaînent. Moi, je me vois dans ce couloir pour aller vers sa chambre. Et là, je me dis, il faut quand même que j'envoie un message à ma pote parce que elle m'attend. Donc là, je lui envoie un message en disant, tout va bien, mais je lui précise pas si je compte rentrer ou pas. Enfin. Et là, il me dit, on est vraiment dans son couloir d'entrée. Il me dit, tu vas prendre une douche. À ce stade, t'as tes affaires ou t'as rien ou Non, j'avais pas. T'as ton sac à main, quoi. Ouais. Parce que justement, je suis retombée sur les mails qu'on s'était envoyés et il avait été question de ça, de savoir si je passais la nuit ou pas chez lui. Et je lui avais dit non, moi j'ai des potes à rejoindre après, voilà. Et il m'avait dit non, mais je comprends. D'accord, donc il y avait eu un non d'exprimer c'était pas prévu que vous passiez la nuit ensemble. Pas du tout. Là, pour le coup, l'alcool a une grosse importance parce que je me retrouve dans cette douche à me doucher alors que j'étais propre, je ne revenais pas d'un trek, j'avais pris ma douche le matin. Et puis a priori, t'avais pas trop envie de prendre une douche. Non, a priori, sauf si vraiment j'ai des grosses trous de mémoire, mais non, donc voilà, je me mets dans vraiment j'ai l'impression d'un appartement très aseptisé. Et je me vois dans cette serviette blanche, je le rejoins dans la chambre. Et là, pour le coup, je pense que vraiment l'alcool joue. C'est-à-dire que j'ai plus des flashs que vraiment quelque chose de continu. Mais je me vois, moi j'étais en serviette, donc je m'allonge. Lui, il se met sur moi. Il y a pas... vraiment, j'ai pas de souvenir de désir, en fait. Je suis là à me dire, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ce sera fait. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Et par contre là il essaye, donc lui je pense qu'il est nu à ce moment-là, et puis il essaye d'y aller, sauf que là je me rends compte qu'il a pas mis de préservatif. Et là quand même j'ai mon cerveau qui dit ok, on peut accepter que ça se passe mal mais pas à ce niveau-là. Donc là quand même je rentre dans un débat avec lui en disant écoute, là il faut quand même que tu te protèges, moi c'est juste pas possible. Donc là, il commence à m'expliquer que lui, il aime pas ça, que... Mais il est quand même dans le débat, parce que je me dis, s'il avait pas voulu en discuter et que c'était clair pour lui, franchement, je pense que j'étais pas d'une grande résistance. Mais le peu que j'en ai exprimé, il l'a écouté, il a essayé.
Alors moi tout le débat intérieur que j'ai eu par rapport à ça, c'est de savoir si c'était ma vraie première fois, dans le sens où je sais pas exactement s'il est allé au bout, mais enfin il y a eu tentative de voilà. Mais en fait on s'en fout. Voilà. Mais pendant des années ça m'a perturbé cette question-là de me dire bah oui mais vraiment est-ce qu'on peut dire que, mais bon c'est la première fois que je me retrouvais nue avec un homme, c'est la première fois qu'on essayait de me pénétrer. Enfin pour moi c'est ma première fois. Après peu importe qu'il soit allé au bout ou pas. Et bon, finalement, on n'y arrive pas, c'est chaotique. Il s'allonge à côté de moi. Bon, je me dis, moi, là, il est tard, j'ai bu, j'ai envie de dormir. Donc, je commence à m'allonger près de lui, enfin voilà, sur son torse. Et là, il me dit, ah ouais, non, mais moi, j'aime pas dormir avec quelqu'un. Donc, je dis, ok. Enfin, vraiment, là, je pense que vraiment la fatigue prend le dessus. Donc, il est parti dormir dans la chambre de sa mère. Et moi, je pense que je me suis endormie à la minute 1 où lui est parti. Et je me suis réveillée à 6h du matin. J'étais complètement à l'ouest, à me dire, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me reconnecte rapidement. Et là, en plus, je suis perdue dans l'appartement. J'ouvre une porte. En fait, c'est lui qui dormait. Il se réveille. Je me dis, oh non, je veux pas qu'il se réveille. Je ne veux pas avoir à communiquer avec lui. Donc là, vite, je me rhabille et je m'en vais. Mais alors, je me souviens là, pour le coup, le Levallois-Perret, le matin de ce jour-là, je me dis, oh, je suis tellement contente d'être dans cette rue et de plus être dans cet appartement complètement anxiogène. Après, il a essayé de me recontacter, il comprenait, en fait, il a pas compris pour moi que c'était pas quelque chose qui se soit bien passé, en fait. Donc lui, il a pas conscience d'avoir eu un comportement qui est quand même assez prédateur, pour être mesuré, et que t'étais peut-être pas en état de consentir. C'est ça. Et que il a quand même eu des réflexes, qui te mettaient en position de ne pas consentir. Complètement. Donc t'en as discuté avec lui quand même. Oui, parce que lui a essayé de m'appeler après, dans les jours qu'on suivit. Au départ, je voulais même pas lui répondre, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais sur ce moment-là, j'étais vraiment dans une forme de dégoût de moi-même. Je me disais, mais voilà, avoir une communication avec lui, c'était me rappeler de ça, et je voulais pas. Finalement, je me dis, bon, allez, on discute, et en fait, je me rends compte que devant moi, au téléphone, j'ai quelqu'un qui comprend pas du tout, clairement, Et alors, il m'explique, alors moi, je lui parle sur le premier abord, je suis un peu pragmatique en lui disant, oui, pour les risques, VIH, etc. Et là, il me sort des chiffres, à me dire, mais non, mais tu sais, le risque, il est très faible, Bah, super. Je suis contente. Écoute, il vit dans une réalité alternative. Après, moi, je suis pas sûre d'avoir su lui exprimer la partie où, c'était peut-être trop à vif pour que j'ai ce recul-là, aujourd'hui, de me dire que le mec, il a vraiment, qu'il était dans une forme qui était un peu prédateur. Moi, je lui ai pas exprimé parce que je pense que c'était pas clair dans ma tête, et que je pense que je me mettais aussi un peu en faute, à me dire que j'aurais pas dû y aller toute seule dans cette ville vide. Il y a des moments, où tu peux te dire, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. À force de se dire ça, on fait plus rien déjà, et on est fautif de tout. Là, en l'occurrence, t'es pas la personne qui a rempli ton verre, et même si tu avais envie de le boire, tu aurais eu raison. Il y a les règles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement à raison, et en l'occurrence, on ne lance pas une relation sexuelle sans préservatif avec quelqu'un qui est un peu à l'ouest. Même juste un peu. Il y a pas dans la part de sa mère. Ça, c'est une faute de goût atroce. mais non, mais sur la question, effectivement, du consentement, on n'est pas du tout là. Et imposer une relation sans capote, c'est quand même imposer une relation tout court. Quand est-ce que t'as pris conscience qu'il y avait eu un problème? Que c'était pas une relation normale que t'as vécue, classique, ou en tout cas une relation consentie? Je crois que dès le matin. Après, je l'ai longtemps mis vraiment de côté, c'est-à-dire que pendant 1 an, j'osais pas aller faire les tests justement de dépistage, et en fait, je le mettais vraiment. Je me disais, faut pas que j'y pense, mais ça revenait régulièrement. Et c'est avec ma coloc de l'époque, à un moment, on s'est dit bon, on y va, et vraiment, j'ai eu l'impression que j'ai pu lâcher le truc une fois que j'avais fait mes tests, et que je me suis dit c'est et que c'était négatif. Voilà, exactement. Tu l'as raconté du coup avec ta coloc ou une amie, oui, t'en as parlé? Oui. Après, je pense que je l'ai pas. Ma vision des choses, elle a évolué avec le temps aussi. Au départ, ça devait être un truc, j'ai dû le raconter comme ça s'est très un mal plan passé, galère, quoi. Voilà, le plan galère. Aujourd'hui, j'arrive à effectivement mettre plus le mot que effectivement c'est quelqu'un qui a pris le dessus sur notre rencontre, et qui a mené les choses comme il voulait. Après, je me dis, dans ma malchance, j'ai eu la chance de pas tomber sur quelqu'un de violent, parce que. Et je pense que le chemin est long après, et t'as déjà commencé à le déconstruire, mais ça a l'air d'être une personne formidable. On n'a pas envie de le revoir. Si oui, si tu nous entends,
J'espère que t'as appris à mettre des capotes, et puis à respecter les femmes, et puis à faire attention. Enfin, en tout cas, il a acheté du vin que t'aimais. On va dire que c'était déjà... il a retenu les informations qu'il voulait. qui était importante pour son petit plan. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite? Parce que du coup, t'as mis un couvercle de casserole dessus, et puis t'as pris le temps pour pouvoir faire effectivement ces tests de dépistage. Comme quand on voit que les études de médecine, ça donne des bons réflexes. Comment t'as relancé potentiellement ta vie sexuelle après? Alors ça s'est enchaîné en fait, puisque sur Adopt à ce moment-là, avant que je le rencontre, donc j'avais parlé avec ce kiwi, et je parlais aussi avec un autre jeune homme. Et je me souviens du coup le lendemain ou le surlendemain de cette première fois où on s'est réécrit, et puis finalement je pense que j'étais un peu inconsciente d'une certaine façon, dans le sens où j'avais vécu cette expérience qui était clairement pas terrible, mais ça remettait rien en cause. Il fallait que je continue mon projet il fallait que j'ai une vie sexuelle, voilà. J'avais besoin, moi, je crois, de ressentir le désir d'un homme pour me dire que je pouvais être, c'est vraiment, je me disais, si j'ai pas ça, je pourrais pas m'aimer. Bon, finalement, quelques années plus tard, je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir, mais disons qu'à l'époque, vraiment, je pense qu'il me fallait cette approbation-là. Et du coup, on discute avec ce jeune homme, et pareil, rapidement, il propose qu'on se voit. On vit pas dans la même ville, et il me propose de venir le voir un soir. Alors je pense que c'était un week-end, ou alors lui non plus ne travaillait pas, en tout cas on n'avait pas d'obligation le lendemain. Et je suis arrivée, pareil, dans une ville que je connaissais pas, en fin d'après-midi. Et c'est combien de temps après le Valois, ça? Ça s'est enchaîné, je pense 15 jours. Et donc je suis arrivée dans l'après-midi et je repartais, je pense que j'avais déjà pris mes billets aller-retour, je repartais le lendemain midi. Enfin, il était prévu que je passe quand même un certain temps là-bas. Bon, après c'était pas non plus une ville qui était très éloignée de la mienne, je pouvais toujours revenir. Donc là, pour le coup, ça s'est pas du tout passé comme cette première fois avec Kiwi. Donc c'est ta première fois consentie, là? Oui. Alors c'est toujours cette question de la première fois. De quoi on parle? Là pour le coup, première fois, oui, ma première expérience sexuelle consentie, et où là j'ai ressenti du désir. En plus, d'accord. Voilà. Pour le coup, c'était très cool. C'était quelqu'un qui, à l'époque, donc quand on s'est rencontrés, était libre. Après, j'ai rapidement compris qu'il était entre deux histoires. Enfin, mais bon, officiellement célibataire à ce moment-là. Voilà, on a passé une très bonne soirée à regarder des films, on a laissé le temps, enfin, il y a eu vraiment ça me fait rire parce que c'est ce qu'on a appelé avec mes potes l'épisode du petit doigt. On était assis côte à côte dans le canapé, et il y avait nos mains qui se frôlaient. Et vraiment, j'ai appris mes premières émotions de désir, elles ont été là, en fait, sur cette sensation de son petit doigt contre le mien, et de la possibilité que ça puisse aller plus loin, mais juste déjà ce truc-là. Donc voilà. Après, là pour le coup, c'était mon premier vrai baiser. Je pense que t'en avais envie, t'étais enthousiaste. Le petit doigt avait fait que c'était monté toute la soirée, donc là clairement il y avait de l'envie. Et il t'avait pas fait boire toute la soirée? Non, on avait bu, mais de façon avec modération. Modération, et surtout tous les deux. C'était pas quelqu'un qui me servait mon verre et qui lui ne buvait pas. Et même, on avait discuté, parce que comme je passais la nuit chez lui, de savoir si on dormait ensemble ou pas, vu qu'on partait pas du principe que ça allait forcément arriver. Quand on s'est embrassé, que là, on s'est dit, on va peut-être aller se coucher, directement, il m'a dit, mais tu veux que je t'installe le canapé ou pas? Bon, là, je dis, non. Très respectueux, jeune homme, on aime. Mais ça ne m'intéresse pas de dormir sur le canapé. C'est parfait, il t'a demandé ton consentement, c'est merveilleux. Exactement. Et t'avais emmené tes affaires, et tu te sentais bien, du coup. Là, c'était clair. Est-ce que vous aviez fait monter la sauce à l'écrit avant, ou par téléphone? Après, oui, ça c'est sûr. Avant, je suis pas sûre. Avant notre première rencontre, je suis pas sûre qu'à ce moment-là. Je pense qu'on avait évoqué, moi, j'avais eu besoin de me rassurer, je pense, sur le côté pratique, en disant, ok, je viens chez toi parce que c'est plus simple que de repartir tard le soir avec les trains, etc. Mais c'est pour ça que le canapé avait été discuté à l'avance. Il m'a dit, non mais t'inquiète, tu peux dormir sur le canapé, y a pas de souci. Mais je pense que j'avais dû dire. Non, j'ai pas dit que j'étais vierge. Enfin, je pense pas l'avoir dit, parce que je me souviens de l'avoir dit quand on était dans le lit. Voilà, comme un aveu de dernière minute, au fait. Et il se trouve que sur cette nuit-là, il y a pas du tout essayé, il y a pas eu du tout de tentative de pénétration pour le coup. C'était du sexe oral. Et très généreux de sa part. Donc vraiment là, pour le coup, je me dis, si ça avait été vraiment ma première fois, ça aurait été vraiment cool, parce que j'ai eu des orgasmes, que ça s'est fait, que c'était simple, il y avait pas, voilà, ces choses sont faites simplement.
À ce moment-là, c'était très bien. Est-ce que, du coup, tu parlais du rapport au regard masculin. À ce moment-là, est-ce que tu t'es sentie désirée? Sur cette soirée, nuit-là, oui. Je crois que c'est la première fois où je me suis dit que j'arrivais à me sentir vraiment désirable, oui. Et tu te sentais bien, et donc les complexes, ou en tout cas tout ce que tu portais sur tes épaules depuis des années, s'était envolé sur cette soirée. Ah, sur cette soirée-là, ouais. Ils sont bien revenus après. mais à ce moment-là, ouais, non. Et en fait, c'est rapidement dans ma vie sexuelle, je me suis rendu compte de ça, c'est que les moments où ça y est, c'était établi, et voilà, on était dans un partage avec un partenaire, mon corps n'était jamais un problème, en fait. Et c'était assez, d'ailleurs, moi, ça me perturbait un peu parce que je me disais, c'est fou parce qu'en dehors de ces moments-là, je peux me sentir très mal, me haïr. Mais à partir du moment où un homme, a priori, bon, il a vu à quoi je ressemblais, il me porte du désir, bon, bah, c'est ok. Et là, on s'en fout. J'y pensais plus du tout et, parce que à ce moment-là, bah, j'ai l'impression d'être la seule femme sur Terre, en fait, quand t'es avec un homme toute seule, tu penses pas à toutes les autres femmes qui sont mieux foutues que toi. Puis il y a l'érection validatrice. Exactement. Qui te regarde et qui te dit bon, bah, très bien. Alors Louise, on va faire un petit jeu. Tu connais l'émission et son principe, donc tu connais les questions que je vais te poser, et on va parler de ton imaginaire sexuel. On va parler des œuvres qui accompagnent la construction de cet imaginaire sexuel, et même aujourd'hui, si tu veux. Quel est le livre qui t'excite ? Alors, quand j'ai eu à réfléchir à ça, j'y ai pensé. Pour moi, j'ai pensé au premier livre, effectivement, la première œuvre qui m'avait marquée. C'était, c'est un peu un classique, mais c'est La bicyclette bleue. Régine Desforges. Exactement. Première fois qu'on le cite dans cette émission. Mais vraiment, il était caché dans ma table de nuit. Je me souviens que c'était au collège, il y avait une copine qui l'avait ramené une fois en disant, oh là là, dans ce livre, il y a des scènes. Et je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai récupéré ce bouquin. Je lui ai jamais rendu, d'ailleurs. Ça devait être le livre de sa mamie, en plus. Ouais, ah oui, parce que c'est une vieille édition. Et je me souviens ne pas du tout avoir lu le livre, mais par contre avoir feuilleté chaque page à la recherche des mots-clés pour repérer où étaient les scènes. J'avais consciencieusement noté toutes les pages qui étaient concernées. Et je me souviens en particulier d'une scène, alors je pense que c'est Léa, je crois, le personnage. Je n'ai plus de souvenir des personnages de cette œuvre. Peu importe, en tout cas, il y a un moment, il y a une scène alors on est je pense, entre du sexe consenti et le viol, je ne sais pas exactement la limite, puisque j'ai pas toutes les notions de l'histoire, où il y a une scène de sexe un peu violente dans les bois, où il arrache de la mousse, où il lui arrache sa jupe, où il l'insulte, et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait un effet assez saisissant, cette scène-là. Ça se passe en temps de guerre, on peut imaginer que le contexte est particulier. Voilà. Moi, j'ai le souvenir surtout que c'est vrai que les scènes étaient extrêmement sensuelles, quoi. Et pour un livre qu'on trouvait vraiment dans les bibliothèques de tout le monde, qui était pas caché, qui était un livre populaire, moi je sais que mes grands-mères devaient l'avoir, ma mère l'a eu, et on le trouve un peu dans toutes les maisons françaises presque. Ouais, et puis c'est assez inattendu, voilà, on est sur une histoire un peu romantique, c'est effectivement sur fond de guerre, et d'un coup, comme ça, il y a une scène où elle dit les mots, voilà, comme on les dirait, enfin, comme ils doivent être dits, et elle tombe pas autour du pot. Tu vois, tu disais c'est un peu cliché, mais c'est la première fois qu'on le cite, donc si vous l'avez jamais lu, lisez-le. C'est toujours un classique. Le film qui te fait vibrer? Alors là, je vais peut-être moins être originale, parce que je sais qu'on l'a cité il y a pas longtemps. Le Call Me By Your Name a eu beaucoup d'effets sur moi. Après, j'ai essayé de réfléchir sur une scène un peu plus sexuelle qui m'aurait vraiment marqué. C'était le film A History of Violence, avec Viggo Mortensen. Il y a cette scène, je crois que c'est avec sa femme, alors pareil, je me souviens plus trop de l'histoire, mais je me souviens de cette scène dans l'escalier où ils se disputent au départ, et puis finalement l'énergie de la colère se transforme en énergie sexuelle, et ils en viennent à coucher ensemble là dans cette cage d'escalier. Je me souviens que cette scène, elle m'avait beaucoup marqué. Un film très brut de Cronenberg, si je me rappelle bien, et effectivement, oui, on est encore dans la violence. Oui. L'amour et la violence, Louise, du coup. L'image qui te donne des frissons de plaisir. Alors ça, pour le coup, j'ai eu plus de difficultés. Je sais pas si c'est pas forcément une œuvre, du coup. Ah non, c'est ce que tu veux, une image.
Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'érection validatrice, quand j'ai alors autant effectivement la dick pic quand on la demande pas, ça n'a vraiment, c'est pas du tout excitant, mais par contre dans une conversation avec un amant, d'être dans un jeu de messages, etc., et où à un moment le désir est tel, et moi si on m'envoie ce genre de photos, oui, ça vraiment, ça peut avoir un vrai impact pour moi de désir et d'envie. Une belle photo de pénis. Voilà, avec exactement. Du coup une belle lumière, un beau cadrage, évidemment. Oui, évidemment. Bah non, mais c'est vrai que ça change tout. On parle beaucoup des dick pics, donc en plus des dick pics non consentis, mais il y a un truc de la dick pic, c'est que c'est aussi hyper moche et ça n'éveille le désir de rien, de personne, quoi. Encore plus quand ça vient d'un inconnu, c'est absurde. Mais c'est vrai qu'une belle photo de pénis. On peut travailler un joli noir et blanc. Mais je me souviens d'un livre chez Taschen qui était le Big Penis Book qui montrait effectivement des photos d'hommes, de bel hommes et surtout de beaux pénis. Et c'était vraiment de la belle photo. Donc non, je comprends tout à fait. La musique qui te met le mieux dans l'ambiance? Alors moi je suis pas forcément très musique pour me mettre dans l'ambiance, mais du coup j'y ai réfléchi parce que pour le coup je suis assez chanson française, donc j'ai essayé de faire un lien avec et j'ai pensé, enfin un des chanteurs qui peut me mettre dans l'ambiance, c'est Gainsbourg. Le riff de Ford Mustang, c'est le genre de choses voilà où direct on a quand même envie d'être dans un truc un peu sensuel. Le parfum qui réveille mes sens. Alors moi c'est l'huile prodigieuse de Nuxe, parce qu'en fait moi jusqu'à présent et a fortiori quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu une sexualité qui était un peu prévue. Du coup, c'est pas quelque chose qui s'est construit. Enfin, en tout cas, c'était pas de la sexualité de couple où on rentre le soir, on sait pas forcément si on va avoir un rapport. Moi, c'était toujours des choses qui étaient un peu prévues à l'avance, et du coup, j'avais une sorte de rituel, toujours de me doucher, de m'épiler, et du coup, je finissais toujours par mettre cette huile que je mettais d'ailleurs jamais par ailleurs, mais vraiment que dans ces moments-là. Donc maintenant, cette odeur-là, à chaque fois, elle me fait penser à ça. J'avais un truc comme ça avec un gel douche. Pendant toute une période, j'utilisais le même gel douche exprès, et du coup, c'est resté un peu. En plus, ils ont arrêté de le vendre après, et c'est resté dans ma tête une sorte de parfum comme ça, fantôme, de sexe. Ah. Ouais, écoute, c'est pas désagréable, hein. Non, l'huile prodigieuse de Nuxe, en plus, je pense que tout le monde là tout de suite voit de quoi on parle. Ah oui. Et en plus, ouais, et puis c'est lié aussi à une sensualité de toucher, parce que se mettre de l'huile, c'est hyper sensuel, donc. Et puis c'est le seul moment où je le faisais en fait. Sinon c'est pas du tout un truc où je me crème, je me huile, mais justement c'était un moment où peut-être aussi je me reconnectais à mon corps, tu vois, de le faire et c'est vachement intéressant parce que du coup, il y a deux façons de répondre à cette question. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas ce truc-là. Les gens, enfin même plus de deux façons, parce que du coup, il y a des gens, c'est vraiment des odeurs corporelles. C'était le cas de Cécile pour la transpiration et tout lié à son handicap. Mais il y a des gens aussi, c'est toujours l'odeur de l'autre. Et du coup, c'est intéressant que pour toi, ce soit un truc lié à ta préparation. Je trouve ça vraiment cool. Louise, tu as un rapport particulier à ton corps, est-ce que tu peux m'en parler? J'ai toujours été, je pense, dans mes souvenirs, toujours une petite fille ronde, mais je pense que j'ai eu, parce que je me suis renseignée après, je pense que j'ai eu une identité de grosse avant vraiment être grosse, et du coup j'ai toujours vécu avec l'idée que de toute façon, voilà, j'étais la grosse du groupe, et que je pouvais pas être attirante. Enfin, moi c'était un truc sur lequel je me suis construite. Donc avec les études de médecine au départ, beaucoup de stress, j'ai beaucoup pris de poids, mais en fait personne m'en a fait vraiment la remarque. C'est moi, posteriori, en regardant les photos, je me suis dit, mais en fait, moi j'avais l'impression d'être comme ça depuis toujours, mais non, là j'avais atteint un poids vraiment... Tu sais à peu près combien de kilos à peu près t'aurais pris pendant cette période? Une vingtaine de kilos. Parce que, en fait, quand j'étais en première, déjà j'étais dans une phase où je mettais une phase pseudo-anorexique, je sais pas si je peux me mettre mais en tout cas où j'avais arrêté de manger, j'allais au sport, mais je me voyais énorme. Et en fait, j'ai grossi, mais ma vision des choses n'a pas changé, en fait. Donc t'avais une dysmorphophobie qui a continué quelle que soit ta silhouette. Finalement, ouais. Après, il y a eu des formes de crise de boulimie, alors je me faisais pas, enfin vraiment, c'était sans me faire vomir, mais voilà, plus je me haïssais, plus je me remplissais, enfin c'était un cercle vicieux. Et puis, dès que j'essayais de perdre du poids, j'y arrivais pas. En fait, j'arrivais jamais à entretenir une démarche de perte de poids de façon durable. Et puis, je pense que ça me protégeait aussi dans une certaine mesure, dans le sens où ça justifiait tout ce que je réussissais pas dans ma vie. Si voilà, j'avais pas de mec, c'est parce que j'étais grosse. Si je ratais tel examen, c'est parce que j'étais grosse. Donc finalement, il y avait une forme de confort-inconfort là-dessus.
Et à un moment, je me suis dit, bon, j'étais malheureuse, je pense que je peux le dire. Et je me suis dit, bon, faut que j'aille voir une psy. Et puis tout en me disant, potentiellement, j'arrivais à entrevoir que peut-être le problème, c'était d'abord ma façon de voir les choses avant de me questionner sur mon poids, en fait. Enfin, que c'était pas d'aller au sport qui allait résoudre la question, que c'était aussi, moi, il fallait que je sois un peu plus douce avec moi-même. Et ben, il se trouve que ça a été assez... ça s'est fait... tranquillement, mais en fait, oui, j'ai eu un suivi pendant quelques années, et c'est à ce moment-là où j'ai réussi à perdre du poids, parce que j'ai commencé à m'aimer un petit peu. Et dans ton temps de dysmorphophobie, est-ce que t'as réussi quand même à même avoir une sexualité avec toi-même dans cette détestation de ton corps? T'as réussi à lancer l'apprentissage de la masturbation? Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'avais même avant mes premières expériences sexuelles. Donc ça a jamais été un véritable problème. Et même, ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie sexuelle. Mais par contre, en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que j'avais des relations qui étaient purement sexuelles, et je me disais que de toute façon, en fait, ça a été presque pire, parce que je me disais, en fait, je suis pas aimable. Je suis baisable, mais pas aimable. C'était vraiment ce diptyque que j'avais en tête, et mon corps était un petit peu le point d'ancrage de ce truc-là, de me dire, oui, si je faisais 30 kilos de moins, c'est sûr que ça irait, mais là... je me disais, je dois être l'expérience sexuelle de quelques hommes qui doivent se dire j'ai jamais essayé, essayons, elle est d'accord. Et puis, par contre, jamais de la vie je la présenterai à mes potes, jamais de la vie je la présenterai à mes parents. T'as couché avec beaucoup d'hommes dans cette période, après ta première fois? Je ne sais pas quel chiffre on dit que beaucoup, non. Pas tant, parce qu'en fait... pas beaucoup. Non, je pense pas qu'on puisse dire beaucoup. J'en ai eu quelques-uns, mais surtout quelques-uns que j'ai eu finalement sur... Il y a des hommes que j'ai eu pendant plusieurs années, en fait. C'est pas forcément... Il y a eu très peu de one-shot, parce que j'ai tendance à m'accrocher un petit peu. Donc il se trouve que je tombais sur des hommes. Alors il y en a, ils ont été très bien, et ça a été des relations, ça juste, on n'a pas été en couple, mais pour autant, c'était quand même des relations qui étaient sereines et apaisées. Il y en a d'autres, ça a été un peu moins le cas. Mais j'ai eu aussi des phases où, pendant 1 an, j'ai pas eu de relation sexuelle. Parce que... on va dire en filigrane de tout ça, il y a quand même eu ce deuxième homme du coup qui est que j'avais vu, qui a toujours été dans ma vie. Donc lui, il a construit sa vie, il a construit entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants. Et sauf qu'au départ, moi, j'ai développé beaucoup de sentiments pour cet homme-là. Et donc je me suis vraiment accrochée à cette relation, et lui n'était pas du tout conscient de ça, ou alors en tout cas ça l'arrangeait de pas en être conscient. Et on s'est... je pense que c'est l'homme qui m'a fait le plus de mal, mais pas, je lui reproche pas, parce que je pense pas qu'il s'en est rendu compte, en fait. Moi, je lui exprimais pas non plus forcément. Mais cette relation, par exemple, elle a duré, depuis toujours, là, et il y a eu pendant tout un moment 3 ans où on s'est pas vu du tout. Où c'était vraiment que du virtuel, que de par l'épistolaire. message. Ouais. Mais on pouvait passer on passait nos journées à s'écrire. Donc c'était, Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait 7 ou 8 ans de relation? 8 ans, ouais. Ouais. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que il a continué sa vie, donc il s'est marié, il a fait des enfants et tout, mais vous avez continué à avoir des rapports sexuels. Oui. Il y a eu des phases où, moi, j'ai fait les montagnes russes, parce que il y a des moments, ça me rendait très malheureuse, donc j'ai essayé d'arrêter. Sauf qu'il y avait aussi cette addiction, du quotidien, dans le sens où on s'envoyait des messages toute la journée, donc d'un coup d'un seul, d'arrêter, c'était compliqué. Donc à chaque fois que j'ai essayé d'arrêter, au final, j'ai arrêté 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis j'y revenais. Je dirais que la plupart du temps, il y a peut-être une fois où c'est lui qui a mis un stop, mais sinon toutes les fois c'est moi qui arrêtais puis qui revenais finalement. Ce qui me donnait l'impression d'être dans un échec perpétuel, en fait, de me dire voilà, je réessaye une fois d'arrêter, puis une fois de plus j'y retourne. Surtout d'autant plus que lui, pour le coup, là c'était mis dans une relation durable, donc en plus je prenais ce rôle de maîtresse, alors que à la base c'était pas comme ça que notre relation elle s'était établie. Et puis surtout, il y a eu toute une période où c'était compliqué, parce qu'en fait, on écrivait beaucoup, on avait aussi développé pas mal un rapport sexuel un peu dominant, soumis, mais on était un petit peu dans le folklore de ce que c'est, en fait. On n'était pas dans un truc qu'on vivait, c'était par message, et en fait, quand on se voyait, et comme on se voyait peu à ce moment-là, c'était très bizarre, on n'y arrivait pas, en fait, on jouait un rôle, mais on n'était pas vraiment nous-mêmes. Du coup, on était dans une forme d'échec, même du désir qu'on avait pour l'un pour l'autre, on n'arrivait même pas vraiment à l'exprimer correctement. Donc c'était jamais très satisfaisant. Là, ces dernières années, ça a été mieux, parce que moi aussi, j'ai évolué, même si
j'ai pas construit ce qu'il a construit, mais en tout cas moi dans mon rapport à moi-même ça a beaucoup changé. Donc déjà je ne lui fais plus porter ce truc-là. Enfin, je pense que il y a une époque où je lui faisais porter toute la validation que je pouvais, voilà, dont t'avais besoin. Voilà, ça ne pouvait passer que par lui. Aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout le cas, et surtout, je sais que ça vient de moi et pas de quelqu'un d'autre. En fait, c'est ce que j'allais demander, du coup, comment t'as travaillé ça, du coup? Donc ton corps a encore changé puisque tu as reperdu du poids après. Ouais. Est-ce que tu arrives à te sentir belle aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans ce sens-là? Oui, ça avance. C'est toujours en cours de construction. Hein, je vais pas. Mais en tout cas, je ne me laisse plus porter parce que comme tout le monde, il y a des matins où on s'aime pas. Mais en tout cas, je sais que c'est passager et surtout, j'entretiens pas ça. Je me dis bon, ok, aujourd'hui tu te sens pas bien, c'est pas grave. Mais globalement, ouais, non, je me sens beaucoup mieux. Et t'as plus besoin du regard des hommes pour valider ça en tout cas, ou invalider. Ouais, complètement, parce que là, dans les rencontres que je fais sur le principe du dating, je suis pas du tout. Je me pose plus la question, en fait. Avant, il fallait, quand je discutais avec un homme avant de le rencontrer, j'envoyais forcément un message en disant avant, au fait, je suis grosse. Warning. parce qu'à l'époque, tu sais, je mettais les photos, genre, le visage, même si j'avais pas l'impression de tromper mon monde, mais on m'avait déjà fait le feedback en me disant, ah ouais, non, mais je pensais pas que t'étais si grosse. Quelqu'un t'a déjà dit ça? Ah oui, oui. Quelle formidable personne. Ah oui, oui. Et un homme qui m'a dit aussi, qui m'avait envoyé un message en me disant, ah, mais t'as un très beau visage, mais si t'avais 20 kilos de moins, ah là là. Oh, putain. Donc oui, disons que ça aide pas non plus. Mais aujourd'hui, non, c'est plus une question. Je sais que il y a des gens qui aiment bien les gens filiformes, des gens avec des formes, et en fait, moi, je pense que sur les photos, on le voit à quoi je ressemble, et puis surtout, si je plais pas, c'est pas grave. En fait, j'arrive à me dire, de la même façon, en fait, j'arrive à me mettre moi-même dans cette question-là. Je veux dire, il y a des hommes qui me plaisent, d'autres qui me plaisent pas, et c'est pas pour autant que ceux qui me plaisent pas n'ont pas de valeur. Donc en fait, je me dis, c'est pareil. Si je plais pas, c'est pas très grave, en fait. C'est le moment de notre deuxième petit jeu basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais. Donc je vais dire des affirmations et tu vas me dire si ça te fait penser à des trucs, des souvenirs ou pas du tout évidemment, si c'est pas le cas. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Non véritablement, mais c'est quelque chose qu'on avait discuté et envisagé avec cette amende. Au long cours. Au long cours, exactement, on va l'appeler comme ça. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Assez récemment, en fait, c'était le classique capote qui craque. Accident de capote. Voilà. C'est notre best-seller de cette question. C'est récent quand même. J'ai 8 ans d'utilisation de capote, j'avais jamais eu de soucis. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ma pilule, pour des raisons personnelles. Évidemment, j'ai ce genre de soucis. Ça a été résolu. Vous avez vite vu le problème et. J'ai juste vite vu le problème. J'ai mis le garçon dehors très rapidement. J'ai foncé à une pharmacie. Et puis on a fait nos petits tests chacun de notre côté et c'était bon. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Ou à tes cours de médecine. Ni l'un ni l'autre. Je dirais plutôt que les fois où si je suis pas dedans, si je suis pas dans ce que je vis, je vais avoir tendance à plutôt me concentrer sur mon corps. Mais pas à quelque chose de totalement random. Donc à essayer d'aller chercher le plaisir voilà. Non, ou plutôt d'être dans la conscience de mon corps et de me dire mince, là c'est pas. D'accord, plutôt les problèmes alors. Voilà, plutôt les problèmes. Mais c'est assez rare. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé. Alors célébrité ou quelqu'un que tu connais? Non, un autre amant, oui. Il y a deux teams, assez clairement. Il y a la team Brad Pitt et puis la team ancien amant. Non, Brad Pitt n'a jamais fait d'immersion dans mon esprit. On ne juge pas. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. J'ai envie de dire le classique, les toilettes publiques. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait eu d'autres endroits. Ah, ou si, dans la voiture. Ah, mais il faut raconter un truc là. En conduisant, oui, ça m'est déjà arrivé. Pendant que tu conduisais? Oui, avec le régulateur. Ah, sur l'autoroute, j'imagine, du coup. Oui, du coup, sur l'autoroute. Ok. Le contexte? Le contexte, c'est souvent, alors c'est arrivé une ou deux fois, soit j'allais voir quelqu'un, soit je venais de quitter quelqu'un, et surtout je suis très fan je suis très audio dans ma vie sexuelle, et avec maintenant tous les podcasts type Vox ou l'appli Rose. Disons que c'est assez efficace chez moi, donc ça peut être très rapide. Alors notez-le, on n'écoute pas Vox dans la voiture, même avec le régulateur de vitesse. Du coup, je suis obligée de te demander, t'as pris du plaisir quand même quand tu t'es masturbée dans ta voiture? Oui. Ok. J'ai déjà éjaculé. Oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois.
La première fois, c'était avec ces objets qui vibrent, qui se branchent sur secteur. Et qui marchent très bien. Ah, qui sont très efficaces. C'était mon amant au long cours qui l'a utilisé sur moi et je pense que mes premiers mots quand j'ai senti ce truc-là, ça a été oh, je t'ai fait pipi dessus. Et donc la deuxième fois, c'était avec un autre amant et pour le coup, il y avait pas de jouet, donc c'était aussi assez inattendu mais très plaisant. C'est quelque chose que tu veux expérimenter un peu plus dans ta vie sexuelle ou c'est une bonne surprise quand ça tombe? C'est une bonne surprise. Après, j'en fais pas. Enfin, je prends pas plus de plaisir parce qu'il y a ça en fait. C'est un truc en plus. Oui, parce que c'est décorrélé de l'orgasme. Il faut le dire aussi. C'est pas un signe qu'on a un orgasme, mais c'est cool quand même. Ça peut être cool. Donc on arrive en dernière partie de ce podcast. On va parler de la dernière fois. Est-ce que tu te rappelles de ta dernière fois? Oui, je m'en souviens. C'était il y a quelques jours. Et justement, c'était avec cet amant au long cours. L'amant au long cours. Comment ça s'est passé? C'était planifié? Oui. Alors j'imagine oui. Ouais. Avec lui, c'est toujours très planifié. Il se trouve qu'il avait une soirée de libre et que ça correspondait pas trop mal avec mon planning à moi. Et du coup, mais c'était planifié de pas si longtemps, une petite semaine. Enfin. Donc c'était une période, ça s'est enchaîné avec une période où on avait arrêté d'échanger de nouveau. Voilà, parce que lui était pris autre chose dans sa vie et que moi j'avais pas envie d'attendre non plus. Donc et là il m'a recontacté pour me dire qu'il avait cette soirée disponible. Donc du coup on s'est arrangé pour se voir. C'était du sexe de retrouvailles. De retrouvailles, oui. Oui, mais on s'était vu il y a pas si longtemps que ça, mais ouais, on peut dire ça. C'était où? C'était chez lui. Comment ça se passe quand on va chez quelqu'un, en l'occurrence, qui est marié, qui a des enfants? Déjà, il y a personne d'autre que lui. Ah bon? Déjà, c'est ce qui aide. Et moi, ma limite, c'est de n'évoluer que dans son salon et enfin dans la partie basse de là où il vit. Je n'allais pas visiter la chambre conjugale, voilà, ni la chambre des enfants. Tout à fait. J'ai jamais mis le pied dans cette chambre et lui, je crois que ça le... Enfin, à chaque fois, il me repose la question, donc c'est que... Ça l'empêche pas de dormir. Ah non, mais surtout, lui, il me dit que, voilà, comment dire, il sanctifie pas ce lieu-là comme le lieu de leur amour et que, potentiellement, le fait d'avoir une autre personne dedans, ce serait problématique. Mais moi, ça a toujours été ma limite. Déjà, j'ai mis du temps à accepter d'aller chez lui, enfin, chez eux, parce que... c'était un peu la limite de me dire je vais pas dépasser ça, mais au bout d'un moment il fallait bien se confronter au fait que si j'y allais pas on se voyait pas, donc disons qu'il y avait ce dilemme là, et donc depuis que je m'autorise à aller chez eux je le fais, mais voilà en restant dans la limite de ces pièces là qui du coup maintenant, puisque ça fait plusieurs fois, je me sens à l'aise, mais je veux pas dépasser ça. Quand c'est comme ça, vous avez planifié du coup votre rencontre. Tu te prépares avant, tu te mets de l'huile prodigieuse. Comment ça se passe? J'ai arrêté l'huile prodigieuse. Non, là, j'ai pas mis d'huile prodigieuse parce que là, j'avais ma journée de boulot dans les pattes, donc je suis venue dans la foulée. Non, si on veut, la préparation, c'est du coup, j'ai dû me préparer un peu en speed dans le train. En fait, j'ai pris le train pour aller chez lui et je me suis retrouvée à mettre mes bas dans les... Alors, les toilettes publiques, c'est crade, mais alors les toilettes de TER, là, on a un niveau qui, quand même... En plus, c'est petit. Ah, c'est si petit. Faut être hyper souple. C'est petit et crade. Vraiment, quand tu te retrouves à mettre des bas dans les toilettes de TER, tu te dis, bon... Ah, même pour te remaquiller, les miroirs sont mal foutus. Ah oui, non, c'est pas du tout agréable. Donc, tu t'es quand même préparée de manière... sensuelle et tout machin dans le train, et quand c'est comme ça, quoi, il te prépare à dîner. Vous avez fait une soirée avant ou vous sautez dessus? Alors non, on se saute pas dessus. En fait, ce qui est bien par rapport à ce qui était avant, où on était plus dans le folklore de cette domination-soumission, aujourd'hui, on le vit, on a réussi à trouver un équilibre qui nous convient. Il y a toujours ce truc-là en fond, mais on n'est plus dans cette voilà, on se vous voit pas, enfin voilà, on n'est pas à mettre des trucs de cuir et tout, mais juste on arrive à le vivre de façon assez fluide. Puis bon, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, donc maintenant il y a quand même cette alors, j'ai des potes qui sauteraient au plafond en entendant ça, mais il y a une forme d'amitié en fait entre nous, donc une complicité. Voilà, il y a quelque chose, on se connaît, donc on discute, on boit des bières, et puis en fait la sexualité, elle ponctue notre soirée, mais voilà, on va
on va faire ça, puis après on rediscute, et puis après, enfin, c'est très fluide, et il y a toujours, et c'est le seul avec qui je partage justement ce qu'on disait sur le sexe, violence, voilà, ça j'arrive à le vivre avec lui, mais parce que je lui fais confiance en fait aussi. Ouais, tu te sens en sécurité avec lui. Complètement. Il y a plein de choses que je ferais, que en tout cas je me visualise pas le faire avec qui que ce soit d'autre que lui. Comment tu te sens avec lui? Quand je suis avec lui, je me sens bien, et je me sens désirable, je me sens à ma place quand on discute, quand on partage notre sexualité, enfin tout est évident. Et puis par contre et là il saura se reconnaître, parce que clairement on est en plein dedans puisque ça fait quelques jours qu'on s'est vus. Dès qu'on se quitte, dès qu'on vient de se voir, il y a plus personne. C'est-à-dire lui il disparaît? Il disparaît. Oui, il devient très laconique dans ses réponses. Pourquoi? Parce qu'il a honte? J'en sais rien. Oh bah je pense pas. Enfin, si je lui pose la question comme ça, il me dira que non, c'est évident. Mais je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il me dit voilà, à chaque fois c'est non, je suis occupée, voilà. Du coup, tu te retrouves un peu toute seule en post-coït, quoi. Complètement. Donc ça, avant, ça me mettait mal pendant des semaines. Enfin, j'étais. Aujourd'hui, déjà, je l'apprends mieux parce que je sais. Je me suis plus surprise, même si ça m'énerve toujours un petit peu quand il le fait. Mais en tout cas, je ne le remets pas sur... Enfin, je me le fais pas porter comme une faute. Tu dis pas que c'est ta faute, voilà, ou que c'est parce que ton corps est... non. Voilà, je me dis que c'est sa façon de gérer les choses. Je sais pas si lui-même l'a bien conceptualisé ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, je me dis juste c'est comme ça. Et puis en fait, il a quand même... il a moins d'importance dans ma vie qu'il en a eu à une époque. En tout cas, il a plus cette aura qu'il pouvait avoir avant. Et du coup, j'investis plus de choses dans ma vie à côté quand il est comme ça, et au lieu de me focaliser sur le fait qu'il ait plus envie de me parler. Cette dernière fois, t'as eu du plaisir? Oui. Oui. Alors, c'est pas évident, mais je t'en félicite. J'allais te demander du coup si parmi toutes les transformations de ton corps et les difficultés que t'as pu avoir, même toi, même juste à l'intérieur, à t'appréhender, est-ce que t'as senti que ça jouait sur ta capacité à avoir du plaisir ou du désir? Non, c'est pas sur ces questions-là. Sur le désir et le plaisir, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment posé de problème, même s'il y a eu des fois où j'étais plus concentrée sur le plaisir de l'autre, et finalement... je dirais que ça fait que quelques années où j'ai cette capacité à prendre vraiment du plaisir avec mes partenaires, mais j'en ai toujours eu plus ou moins. La vraie question, et qui finalement n'est pas encore totalement réglée, c'est plutôt sur la question de le fait d'être aimable en soi. Enfin, toujours cette question-là, c'est que je cherche pas l'approbation de l'homme via son désir, c'est plus ce que je cherche, mais par contre, je suis toujours... j'ai l'impression de pas avoir avancé sur la question, enfin, de savoir si un jour je pourrais attirer quelqu'un suffisamment pour construire quelque chose. Ça, c'est pas encore clair. Ça, j'ai encore du travail à faire. T'es active dans ta recherche d'un partenaire de vie? Oui, parce que je pars du principe que si ça ne tombe pas forcément du ciel. Donc... moi, mes amis diraient que je ne m'y prends pas forcément bien. C'est-à-dire que oui, je suis sur Tinder, mais je vais... pendant quelques années, je me suis aussi perdue à aller vers des hommes qui étaient plus âgés que moi, qui pouvaient facilement avoir 10, 15 ans de plus que moi. Donc effectivement, il se passait... Enfin, généralement, c'est ces hommes-là avec qui, potentiellement, il y aurait pu avoir une relation de couple. Sauf qu'en fait, dès que ça arrivait, je disais, non, mais en fait, ça va pas, on n'est pas au même moment de la vie, toi, t'as tes enfants, enfin... ça peut pas marcher. Donc en fait, je pense qu'il y avait un peu un truc inconscient de se dire je vais vers des hommes qui vont pas, comme ça même si eux ils veulent, je pourrais pas, parce que ce truc-là déjà je le savais de base. Maintenant là, j'arrive à aller plus vers des hommes de mon âge, donc déjà je me dis c'est déjà mieux, mais bon, pour l'instant c'est pas très probant. Ah, c'est pas critique, hein, t'as 29 ans. Certes. certes. Je comprends que le chemin est long, par contre. Oui. Mais c'est vrai c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et même dans ce programme, dans Première Dernière Fois, on avait Lou en première saison qui disait à quel point c'était dur et que c'était un marché difficile, non pas parce que c'était concurrentiel, même si c'est le cas, mais parce que les hommes sont pas toujours open à une relation ou dans une tranche d'âge donnée, dans une tranche de 25-35 ans, c'est un enfer. Bah oui, parce que même quand on tombe sur des hommes où je me dis là tiens,
pourrait y avoir, soit, alors moi j'ai eu des hommes qui m'ont complètement ghosté, alors qu'on n'avait même pas, il n'y avait pas eu de relation sexuelle, juste au bout du deuxième rendez-vous, alors qu'on devait se voir une troisième fois, juste plus de nouvelles. Il y en a d'autres au bout d'un mois où on commence à se voir, ils me disent en fait non, je pense à mon ex. Enfin, le problème avec les applications, je pense qu'il y a aussi ce truc, il y a des gens, ils sont là, mais ils savent pas ce qu'ils veulent, ils disent qu'ils veulent ça, mais en fait ils se rendent compte que c'est pas le cas. Et puis toi derrière, quand tu sais ce que tu veux, tu te retrouves un peu essuyer les plâtres, quoi. Enfin, et puis il y a aussi ce truc-là, effectivement, t'as l'impression que d'un coup de doigt, t'en as une mieux derrière, donc. Mais du coup, t'as quand même conscience que ça ne vient pas de toi. Oui, le oui un petit peu en retard. Oui, un petit peu. Mais il y a aussi ce côté de me dire, j'ai aussi plein de potes qui sont également en médecine, qui ont passé beaucoup de temps à travailler, etc., et qui ont quand même une vie sentimentale, et je me dis. Des fois, oui, je sais que c'est pas que moi, mais il y a une lassitude, quoi, de se dire. Et après, parce que pour revenir sur cette question-là de cet homme marié, j'ai pas pour vocation à ce que ça continue. J'aimerais que ça se termine parce que même si c'est cool quand on se voit, je sais bien que ça me prend du temps, de l'énergie, à la fois de la vraie énergie, de l'énergie mentale, de l'énergie de disponibilité. Donc. Et qu'a priori, ça n'a pas forcément d'avenir. Ah, nous, ça vous n'avez pas de projet ensemble. Ah non. Enfin, là-dessus. Je suis plus à une époque, j'ai été dans cet espoir-là de me dire un matin il va se réveiller. Peut-être qu'il va quitter sa femme. Et alors c'est avant qu'il soit marié. Là il a bien cloisonné les enfants, le mariage, c'est bon. Mais oui, il y a une époque où je me disais il va se rendre compte à quel point on est fait l'un pour l'autre. Et en fait, et à ce moment-là où je me disais ça, en fait, je n'étais même pas vraiment sincère avec moi-même parce que si on est juste stricto sensu, on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est juste comme il y a ce désir-là. Enfin, justement, j'ai une conversation avec une amie cet après-midi de savoir, quand on n'a jamais connu l'amour, on peut vite confondre le désir pour de l'amour. Et c'est vrai qu'avec lui, comme il y avait beaucoup de désir et qu'en plus on discutait beaucoup, et que moi j'étais juste une éponge prête à absorber tout ce qu'on lui donnait, du coup, c'est vrai que j'ai longtemps confondu. Aujourd'hui, c'est clair que c'est pas ça. J'attends rien de lui, j'attends pas qu'il quitte sa femme, j'attends pas qu'il quitte sa famille, d'ailleurs, moi, je souhaite pas du tout que ça soit su, je veux qu'il préserve ça, mais moi, j'aimerais pouvoir me détacher de ça pour pouvoir continuer à avancer de mon côté. Faire autre chose, rencontrer d'autres gens. Absolument. De la première fois, celle à Levallois-Perret, à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé chez toi? Est-ce que t'as l'impression que t'as appris des leçons? Est-ce que t'as fait évoluer ton rapport justement au consentement? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel maintenant tu ne transiges pas ou plus? Ou sur même ta consommation d'alcool potentiellement avec des inconnus? Parce que la question de l'application toujours, c'est qu'on rencontre toujours au moins une fois, la première fois c'est un inconnu. Oui, donc ton rapport à la confiance par exemple? Sur la question des rencontres, ça n'a pas changé grand-chose. Je me suis jamais trop limitée suite à cette première expérience qui aurait pu être complètement, qui aurait pu faire dire jamais plus tu fais ça. Non, ça n'a pas été. Au contraire, je suis des fois, plutôt quand j'en parle avec des amis, ils me disent quand même. J'ai été dans une ville autre ville. Bon, peu importe. Voir un homme pareil que je connaissais pas, que j'avais rencontré via attention Spotify. On s'était envoyé des musiques. C'est très inédit comme rencontre, Exactement. mais c'est intéressant comme façon de se rencontrer déjà. C'est une autre approche. Franchement, c'est l'homme qui a été c'est je pense une de mes plus belles relations pour le coup, même si ça a jamais été un couple construit, c'est vraiment aujourd'hui c'est un vrai ami et bref, tout ça pour dire que je me suis jamais bloquée là-dessus. Par contre, sur la question du consentement, oui, par exemple, il y a beaucoup d'hommes avec qui j'ai pu discuter avant qu'on se rencontre éventuellement, et surtout avoir directement des conversations très sexuelles. Et il y a des hommes qui font pas du tout la différence entre le fantasme de ce qu'on peut imaginer et la réalité. C'est-à-dire qu'ils se disent, on a imaginé ça, je peux le faire sans finalement avoir son aval le jour J où on se voit. Vérifier, ouais. Et donc, typiquement, il y a une fois, il y a un homme avec qui je discutais depuis longtemps, puis à un moment, je me dis, allez, j'y vais, donc je vais chez lui. Et puis là, un moment, très rapidement, il me met son sexe dans ma bouche, alors que clairement, j'avais rien demandé. Je me suis dit, mais en fait, ça ne me convient pas du tout, ça. Mais qui fait ça? Eh ben lui, apparemment. Mais en plus, en discutant avec lui après, il a pas du tout compris que je pouvais ne pas être d'accord, parce que il s'est dit, on l'avait longuement fantasmé, donc il s'était dit, ok, c'est bon. Et en fait, après ça, donc ça a été une expérience assez désastreuse et après ça, on avait prévu, lui avait prévu qu'on aille voir un cinéma en plein air, ce qui aurait pu être très cool. Mais après ça, moi, j'avais
tellement pas envie de passer la soirée avec lui. Et à une époque, je me serais un peu forcée en me disant, bah allez, quand même, il est sympa. C'est gentil. Et là, en fait, je lui ai fait un truc. Donc, il prend sa moto et moi, j'étais en voiture. Et d'un point de vue pratique, on se dit, bon, bah, on se suit, puis on va là-bas. Et puis, en fait, c'était sur le périph' parisien. Et là, je me vois dans ma voiture, je dis, bon, vraiment, est-ce que j'ai envie de le suivre? Non. Donc, je l'ai laissé aller vers là où il voulait. Et puis, moi, je suis partie, en fait. T'as pris la première sortie sur le périph'. J'ai vu ma ville et j'ai fait, ok, je m'en vais. Et là, il m'a dit, c'est la première fois que je me fais quitter en plein rendez-vous. J'étais, mais c'est pas un rendez-vous, là. Enfin, c'est un truc nul qu'on avait imaginé. Ça s'est mal passé. À la limite, je t'en veux même pas, mais juste, on n'est pas obligé de faire durer le plaisir, hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais c'est une très bonne chose. Du coup, t'as l'impression que, enfin là, en tout cas, j'ai l'impression en te parlant que t'as déjà des bases solides, déjà de plaisir, de capacité de plaisir, d'envie pour la suite et de connaissance de toi-même pour que ces rendez-vous, pour que ces rencontres potentiellement puissent mener à quelque chose. Ouais, mais moi j'ai l'impression d'être la reine du premier date. Ça c'est bon, ça je maîtrise. La meuf maîtrise. Je maîtrise le premier date, mais après, alors là, c'est un inconnu. Soit le premier date, il me plaît pas, et dans ce cas-là, par contre, oui, je suis complètement capable de dire à la personne, bah en fait non, j'ai pas du tout envie de forcer parce que en fait vivre seule, ça y est, c'est bon, ça je maîtrise. J'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour me rassurer ou pour faire béquille. Moi, si j'intègre quelqu'un dans ma vie, il faut que ça soit complètement ok pour moi. Enfin, c'est pas pour d'autres raisons que juste avoir envie d'être avec la personne. Par contre, j'ai rarement de retour. Comment dire ? Le problème, c'est que soit il me plaît pas et donc c'est vite réglé, soit il me plaît et dans ce cas-là, la plupart du temps, ça n'aboutit pas. Et en fait, je ne sais pas tellement ce qui se passe. C'est comme la fin des contes, tu vois. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Moi, c'est bon, il y a le premier date et après, c'est là le grand saut et j'ai jamais vraiment vécu. Voilà, il y a quelque chose qui se construit un peu naturellement en fait derrière ça. Donc, du coup, oui, effectivement, ça me stresse plus d'aller à un date, mais c'est pas pour autant que je me sens complètement. Alors sur la partie sexuelle, pareil, ça va. Mais j'ai l'impression que au moment où potentiellement il pourrait se passer quelque chose de plus, là ça se transforme pas. Bah oui, et surtout moi je suis dans un stress pas possible. Là pour tout avouer, j'ai eu un date hier et ça s'est très très bien passé. Lui a très envie qu'on se revoie, moi aussi. Et pour le coup, je me dis peut-être que surtout qu'il a eu cette réflexion qui a eu tendance à me rassurer. Alors après, moi je me dis peut-être qu'il est doublement perfide, il dit ça pour que je croie que... Il a dit le truc exprès. C'est ça. Il m'a dit non, je veux pas qu'on couche ensemble ce soir parce que j'ai pas envie de tout merder, j'ai envie qu'on se revoie et voilà, je me suis dit bon bah c'est déjà pas si mal. Donc wait and see. Mais attends, on va te le souhaiter, on va tous croiser les doigts. Merde, maintenant là, je vais t'obliger à m'envoyer des messages pour me tenir au courant sur cette affaire. C'est ça qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup. C'est de la transformation. C'est ce type qui enfin va passer le 2e, 3e, 4e, 5e rendez-vous et qui à un moment va peut-être dire les bonnes choses, quitte à se tromper 2-3 fois. Ça, ou que j'arrive à ne plus en faire un objectif de vie. Et juste arriver à être complètement bien, même si ça s'est bien amélioré, mais je peux aussi me dire, c'est pas grave en fait. Parce que les rencontres, elles se font ou elles se font pas, mais ça doit pas influer ce que je suis, donc... Aujourd'hui, j'arrive parfois à me dire ouais non c'est bon, je peux bien vivre seule, c'est pas très grave. Puis il y a des fois je me dis oh bah quand même. Merci Louise. Et de rien. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.